toutes et à tous sur ce nouveau webcast. Un webcast qui aujourd'hui est consacré à Autonomous Transaction Processing. Donc c'est une nouvelle version de la base de données en mode transactionnel. Mais comme d'habitude, et avant de démarrer ce webcast et rentrer dans le sujet, deux petites choses, vous pouvez bien évidemment poser vos questions au travers de l'interface. Donc n'hésitez pas et je prendrai en fin de session quelques questions pour y répondre et puis au cas où on vous répondra par mail si je n'ai pas pu faire en séance. Mais avant de démarrer, comme d'habitude, nous faisons une petite chronique et j'ai demandé à Nicolas, qui va se présenter, de nous donner les réflexions autour de tout ce qui concerne l'autonomie. Autonomous, c'est partout, surtout sur toutes les lèvres, sur la partie autonome. Alors, avant de rentrer dans le sujet, Nicolas, est-ce que tu peux nous éclairer et peut-être te présenter avant? Oui, bonjour Alain, bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Torel, j'ai la responsabilité chez Oracle en France de l'équipe d'architectes techniques pour tout ce qui est gestion de la donnée et de son transport. Effectivement, l'intelligence artificielle est devenu une réalité dans beaucoup de domaines et on va, à travers ce séminaire, vous expliquer sa déclinaison dans la gestion de la donnée, dans la base de données. Mais avant de zoomer sur ce sujet particulier, parlons un peu plus globalement de l'intelligence artificielle et de son adoption dans les différentes industries. L'intelligence artificielle est un sujet qui est difficile à appréhender et qui véhicule pas mal d'idées reçues, comme toutes les révolutions technologiques au fil de l'histoire. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Il est difficile de prévoir les bouleversements qu'une nouvelle technologie amène. Et c'est bien évidemment quelque chose qui s'applique à l'intelligence artificielle à moyen et long terme. Prenons un exemple qui est largement utilisé. Lorsque la voiture est apparue, elle a amené de grandes révolutions. Les cochers, à l'époque, ont perdu leur métier. En fait, ils ont simplement dû apprendre à conduire des véhicules automobiles. Leur métier s'est transformé à ce moment-là. Aujourd'hui, une étude d'Accenture montre que 45% des citoyens sont plus favorables à l'utilisation de l'intelligence artificielle qu'il y a un an. On dit même que 25% des Français seraient prêts à remplacer leurs collègues par de l'intelligence artificielle si cela implique une réduction des tâches administratives. Le séminaire qu'on va voir aujourd'hui s'inscrit exactement dans ce type de réflexion. En fait, on pense qu'il vaut mieux embrasser le mouvement plutôt que de le subir, être auteur du changement. Et donc, pour en être auteur, mieux vaut le comprendre, s'intéresser au sujet en avance de phase, pour l'accompagner et accompagner l'industrie dans laquelle on travaille. On voit beaucoup d'avancées spectaculaires dans certains domaines. On a commencé avec évidemment la transformation avec le monde de l'automobile, avec l'arrivée de la voiture. Aujourd'hui, on a l'étape suivante. La voiture autonome se développe rapidement. On est plutôt aujourd'hui en train de travailler sur l'évolution des modèles, des contrats d'assurance, des responsabilités. On voit que on a déjà des évaluations sur route de véhicules autonomes de niveau 3, où il y a une délégation complète de la responsabilité de la conduite à l'intelligence artificielle, en tout cas des systèmes autonomes. Dans le domaine médical, les mêmes transformations sont en train de s'opérer. L'imagerie médicale, par exemple, est en train de complètement évoluer. Le métier du radiologue évolue. La machine en amont détecte beaucoup plus de choses et donc permet au radiologue finalement d'aller plutôt sur des choses très spécifiques et d'aller détecter dans la masse des cas plus complexes et donc de s'affranchir d'une partie des tâches de détection qui sont entre guillemets simples pour se concentrer sur ce qui est plus complexe. Il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait prendre dans le monde de la banque, dans le monde de la sécurité. La sécurité dans les villes est aussi un domaine passionnant sur lequel l'intelligence artificielle est beaucoup utilisée. Maintenant, revenons un peu à notre sujet. Dans la gestion de la donnée, on a la même transformation. On assiste à une explosion du volume des données traitées par les entreprises. Et donc,
l'IT, les personnes qui travaillent sur le système d'information n'ont plus les moyens de faire le boulot comme avant. Il y a des problématiques d'intégration, de nettoyage, de stockage, d'analyse, de partage, de sauvegarde qui doivent être traitées différemment. C'est là où nous pensons chez Oracle que pour la gestion de la base de données, pour revenir à notre métier, à notre cœur de métier, l'intelligence artificielle doit intervenir pour automatiser un certain nombre de tâches. Il y a beaucoup de tâches techniques qu'aujourd'hui nos DBA réalisent qui peuvent maintenant être déléguées à la machine pour lui permettre, le DBA, de se concentrer sur des tâches à plus grande valeur ajoutée. C'est un changement important dans les rôles et responsabilités pour des personnes qui sont habituées à traiter la donnée depuis très longtemps. Oracle est en avance sur ces sujets-là. L'arrivée de cette nouvelle offre Automatic Transaction Processing amène quelque chose de nouveau. Et donc, sans plus attendre, je pense qu'Alain, il serait intéressant que tu nous expliques un peu techniquement comment ça fonctionne et ce que ça va amener comme transformation. Alain ? Merci Nicolas. Eh bien, écoutez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Bien évidemment, le petit safe harbor qui va bien pour vous expliquer que globalement, tout ce que je vais dire ne peut pas être pris comme argent comptant, bien sûr. Mais néanmoins, à part ça, nous allons quand même vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'Autonomous. Alors, traditionnellement, chaque déploiement de base de données était vraiment unique. À chaque fois qu'on installait un environnement, qu'on le tunait, le DBA est maître un petit peu de tous ces éléments. Évidemment, on est un peu comme un constructeur, un réparateur, un metteur au point. C'est la personne qui pilote cet environnement-là est primordial, bien évidemment. Néanmoins, aujourd'hui, avec les volumes de bases de données, le nombre de plateformes qu'il y a à administrer, à gérer, ça devient complexe. Et on s'aperçoit effectivement que dans les entreprises, eh bien, le nombre de DBA qui administrent tous ces environnements ne bouge pas, voire a tendance peut-être à se réduire, mais également a aussi beaucoup d'autres choses à traiter par la suite. Il y a de nouveaux systèmes qui sont arrivés, des systèmes type à base de NoSQL ou quoi que ce soit, d'HDFS, et évidemment les gens qui gèrent toutes les bases de données, eh bien ont beaucoup de choses à faire. Et de ce fait, on ne peut plus aller vraiment dans le détail, aller tester des fonctionnalités, etc. Le temps nous est compté. Et c'est là qu'Autonomous Database arrive et va justement apporter une vraie révolution dans la gestion des données. Je ne dis pas que tout se fera d'une manière autonome, mais c'est quelque chose qui peut être extrêmement appréciable sur un grand nombre de bases de données dans les entreprises. Tous les environnements de test, etc., d'intégration peuvent aussi, bien évidemment, bénéficier de ce type d'environnement quand on fait des développements, etc., etc. Donc, Autonomous Database va automatiser quasiment totalement le cycle de vie complet de la gestion de la base de données. Et ça, vous pourrez mettre à la fois des bases de données bien évidemment standards de développement, etc., mais ou départementales, mais aussi vous pourrez y mettre des applications critiques avec des données importantes, des données sensibles au sein de cette base de données. Tout ça vous permettra aussi, bien évidemment, de dégager du temps pour travailler plus proche des métiers, pour innover, pour apporter une vraie valeur que le DBA a quand il a une bonne vision de son système d'information, de son modèle de données. Donc, ceci n'est pas le fruit du hasard. Globalement, Autonomous, c'est aussi le fait que depuis des décennies, Oracle investit, améliore, écoute les besoins de ses clients en termes de gestion de data pour faire évoluer son offre. Et la base de données n'a pas cessé d'intégrer un certain nombre de fonctionnalités. Et quand on regarde d'ailleurs, il y avait peut-être une petite pointe d'humour sur le suivi, toutes ces fonctionnalités commencent souvent par automatique quelque chose. Et donc de ce fait, cette automatisation à force d'être utilisée permet justement d'aller vers l'autonomie de la base de données.
Il en est de même sur l'infrastructure en elle-même. Autonomous, on va le voir, fonctionne sur des plateformes intégrées, en l'occurrence des Exadata, et cet environnement également a subi depuis une dizaine d'années une évolution qui permet justement d'assurer une infrastructure complète, redondante, qui fonctionne sans arrêt de service pour les plateformes critiques de base de données. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Autonomous Database? Eh bien, Autonomous Database, c'est trois choses, c'est un trépied. C'est bien évidemment une infrastructure complètement automatisée à base d'Exadata. C'est une base 18C et pas en dessous, avec tous les mécanismes propres pour automatiser la gestion, l'administration, le tuning de cette base de données, et positionné dans le cloud Oracle. Et uniquement dans le cloud Oracle, dans la mesure où on a intégré autour de ces deux composants eh bien, du machine learning pour pouvoir traiter et automatiser un grand nombre de tâches pour assurer une disponibilité et un fonctionnement optimal de ces bases de données. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on peut estimer que Oracle reprend la main sur la gestion de données en proposant sur le marché la première base de données autonome au monde. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comment cela fonctionne-t-il? Quels sont les grands éléments qui spécifient la base de données autonome? La première chose, c'est le provisioning. Donc Oracle déploie rapidement une base de données qui peut être bien évidemment critique sur une infrastructure Exadata dans le cloud. Donc ça, c'est vraiment la plateforme optimisée pour Oracle Database, un Exadata. Aujourd'hui, on n'a rien fait de mieux en termes de performance et d'usage pour faire tourner une base de données Oracle. Donc la base de données est créée en tant que cluster rack et donc peut évoluer de manière totalement transparente, mais également protéger la base de données en cas de défaillance du serveur. S'il y a un problème sur un environnement, on bascule sur un autre serveur. Afin de protéger les systèmes contre des pannes complètes, par exemple un data center dont il n'y aurait plus d'électricité par exemple, nous avons également créé un système de secours utilisant bien évidemment Active Data Guard dans une région différente du cloud Oracle. Deuxième sujet, la sécurité. Alors une fois mis en service, le système bien évidemment doit être sécurisé. Et puis après tout, être sur le cloud public peut exposer à davantage de risques de sécurité. Donc par défaut, la première chose que nous faisons, c'est que nous cryptons toutes les données de la base de données. Mais le cryptage des données telles quelles, quand c'est positionné dans les environnements, ça ne suffit pas. Nous sécurisons également toutes les connexions à la base de données, alors, en les cryptant bien évidemment. Alors, pour garantir que les systèmes ne sont exposés à aucune vulnérabilité de sécurité, nous appliquons également tous les correctifs de sécurité dès qu'ils sont disponibles. Nous protégeons également votre système à la fois des opérations de cloud et de tout utilisateur interne qui pourrait être malveillant en utilisant notre système Oracle Database Vault qui interdit à les utilisateurs avec des comptes à privilèges de pouvoir accéder aux plateformes. Alors, le management de ces environnements. Pour accroître la sécurité, nous ne donnons pas aux clients l'accès au système d'exploitation ou aux privilèges SysDBA. En révoquant ces privilèges, vos informations d'identification ne peuvent pas être volées. Toutefois, cela signifie que nous devons effectuer toutes les opérations devant être effectuées par SysDBA et au niveau du système d'exploitation. Et nous appliquons tous les correctifs du système d'exploitation, du stockage, de la machine virtuelle, de la base de données. Et en plus, nous diagnostiquons tous ces problèmes. Nous utilisons le machine learning pour nous aider à détecter et à diagnostiquer. Nous surveillons continuellement le cluster et recherchons tout changement inhabituel dans le comportement de celui-ci. Si une anomalie se produit, nous pouvons comparer ce comportement à un ensemble de problèmes connus
Et si une correspondance est trouvée, nous appliquons automatiquement le correctif connu pour le problème. Et si jamais il n'y avait pas de correspondance, eh ben nous créons automatiquement une service request et nous la transmettons, le cas échéant, à qui de droit. Troisième sujet, la protection. La protection qui nécessite bien évidemment une reprise sur incident et tout du moins sans arrêt de service. Donc, afin de protéger votre base de données contre ces temps d'arrêt, l'application doit continuer à fonctionner, mais ça sans aucun code supplémentaire dans l'application. Et nous allons aussi sauvegarder votre base de données tous les soirs et vous donner la capacité de restaurer la base de données à partir de n'importe quelle sauvegarde de vos archives. Cependant, nous allons aller plus loin en vous offrant une option de base de données comme le flashback, tel que le flashback. Donc par exemple, vous êtes déplacé, vous êtes allé au Japon, vous êtes en décalage horaire, vous déposez une table dans la production au lieu du test, c'est un problème, et donc là vous allez pouvoir utiliser la fonctionnalité de flashback pour vous permettre de remettre la base de données à son état d'origine sans avoir à accéder à une archive de sauvegarde. Ah, ça peut être bien évidemment être fait en ligne et sans aucun temps d'arrêt. Si jamais nous avons besoin de basculer, eh ben nous pouvons le faire de manière totalement transparente pour l'application, dans la mesure où on va utiliser le Transparent Application Failover. Autre point important, quand on passe au cloud, l'un des gros avantages, c'est l'élasticité. C'est la capacité de monter en charge sur un environnement cloud. Alors, pouvoir évoluer à la fois en termes de calcul et de stockage uniquement lorsque cela est nécessaire, ça permet bien évidemment aux utilisateurs de payer les systèmes, les environnements à l'usage. Donc Oracle vous permet non seulement de déplacer effectivement cette capacité de calcul et de stockage, mais de le faire aussi indépendamment. Vous pouvez avoir des besoins de volume qui sont pas en regard avec les besoins de consommation de puissance. Et vous n'avez pas besoin de le faire ensemble. Donc comme c'est vraiment un sujet qui permet de faire ça. L'avantage également, c'est que sur nos environnements, vous pouvez le faire sans arrêt de service. Donc vous pouvez monter à une centaine de CPU si vous le souhaitez, à des terras de données, sans arrêt de service. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour un vrai paiement à l'usage. Enfin, dernier cas, c'est l'optimisation. Donc on va utiliser grandement le machine learning pour optimiser un petit peu les charges de travail qui fonctionnent à l'intérieur de la base. Donc ce système est toujours opérant, donc ça a un avantage bien évidemment, c'est que s'il se passe quelque chose qui diffère, qui évolue sur la plateforme, eh bien le système va automatiquement aligner les besoins en fonction de ça. Donc la mémoire, le format des données, typiquement quand on a des données, on va peut-être plutôt utiliser un modèle qu'un autre, un modèle en colonne ou un modèle en ligne, la création d'index ou l'usage des index, le parallélisme, les plans d'exécution, tout ça est pris en compte par le système, quel que soit le type de charge de travail. Alors, parlons justement de charge de travail. Autonomous Database, c'est en fait une gamme de produits et dans laquelle on va retrouver deux environnements particuliers aujourd'hui. Un environnement qui est plutôt designé pour la partie décisionnelle, Autonomous Data Warehouse, et un environnement qui est plutôt dédié à tout ce qui est transactionnel. Donc en termes de transactionnel, bien évidemment, on va aussi mettre les batchs, le reporting, l'IoT, etc. et le développement d'applications qui me paraît un excellent cas d'usage pour démarrer une approche sur Autonomous. Et quant à la partie Data Warehouse, bien évidemment, on est plutôt également à utiliser tout ce qui est décisionnel avec des data marts, des data lakes, etc., et du machine learning associé à la partie décisionnelle. Donc, on a spécialisé en fait ces deux environnements Autonomous
en fonction bien évidemment du type de charge. Quand on est plutôt autour du décisionnel, on va plutôt préférer l'usage d'un format en colonne, ce qui permet bien évidemment de créer des agrégats de données plus facilement, d'utiliser les parties in memory dans les jointures, dans les agrégats, etc. pour améliorer les performances. Et bien évidemment, dans ATP, on est plutôt dans un modèle qui est un peu différent puisqu'on va plutôt utiliser des formats lignes. On va plutôt utiliser des index et le système, on le verra plus tard, permet justement de créer des index à la volée et de comprendre un petit peu comment fonctionnent les environnements. Et puis on va utiliser plutôt des caches pour éviter les I/O par rapport au décisionnel. Tout ça, bien évidemment, avec un système basé sur les statistiques, avec une mise à jour en temps réel, qui permet justement de faire attention à ce qui se passe dans les environnements au fur et à mesure qu'on les utilise et d'empêcher des régressions sur des plans d'exécution éventuels. Alors, parlons justement de ces problématiques d'optimisation continue avec le machine learning. Si on fait un parallèle avec ce qu'on peut utiliser comme outil pour naviguer, par exemple, les plans d'exécution SQL pourraient être assimilés à des itinéraires. Donc ça doit s'adapter en fonction des changements de volume, comme du trafic, par exemple. Et les index seraient plutôt comme des routes ou des ponts qui doivent s'adapter à la nature de la charge de travail qui évolue. Donc les modifications du volume de données ou de charge de travail sont bien évidemment capturées en continu, ce qui permet au machine learning d'analyser, de comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre base. Et l'algorithme d'apprentissage traite toutes les modifications pour éventuellement trouver des nouveaux plans ou des index les meilleurs qui soient par rapport à votre charge de travail. Donc on va améliorer, bien évidemment, le système va s'auto-améliorer au fur et à mesure en fonction de l'usage qui est fait. Alors cette approche un petit peu nouvelle en utilisant le machine learning est tout à fait opérationnelle pour éviter des régressions. Parce qu'on pourrait imaginer que le système fait des modifications et puis ne tient pas compte de ce qui se passe derrière et donc on pourrait avoir des problèmes de régression. Donc vous pourriez avoir par exemple des cas extrêmes où vous avez sur une centaine d'ordres SQL une modification d'un index ou d'un nouveau plan d'exécution qui ne pourrait ne pas être valable pour une seule instruction. D'accord ? Eh bien le système en fait le détecte. Et toutes les modifications qui sont proposées, préparées, elles sont d'abord testées en arrière-plan. On utilise pour ça la partie profile pour justement définir des environnements, pour faire tourner un petit peu en arrière-plan et comprendre comment ça fonctionne. Si le bénéfice est validé à la première exécution, tout va bien. Donc on applique bien évidemment les modifications. Par contre, s'il y a des performances qui régressent, on utilise l'ancien plan SQL pour revenir en arrière sur peut-être une requête ou un ordre SQL qui serait effectivement impacté par ces modifications. Donc pas d'inquiétude, le système apprend, mais le système apprend en bonne et due forme et permet bien évidemment de revenir en arrière sur les problèmes. Alors, ça c'est la théorie. On a fait bien évidemment des cas d'usage réel pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et voilà l'exemple qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une application Oracle, NetSuite, qui a une dizaine d'années de tuning fait par des experts, donc tous les DBA qui tunent et qui améliorent un petit peu la performance de NetSuite. Globalement, ce qu'on a pris, c'est on a mesuré ce qui se passait avant et on a motorisé avec ATP. Donc vous voyez à peu près toutes les ordres SQL qui sont passés dans le système, avec beaucoup de tables et 8000 et des poussières d'index. Donc ça c'est vraiment beaucoup d'années de travail. Et avant de faire fonctionner ça sous ATP, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé toutes les statistiques
et tous les index. Voilà. Et on a fait tourner le système qui s'est mis en mode auto-apprenant et qui a généré ses propres index. Donc, globalement, ce qui en ressort, c'est qu'on est arrivé à un niveau de performance identique. Vous voyez sur le tableau de gauche, quand on a fait un petit peu tourner les différentes requêtes étalons, on est arrivé à peu près au même niveau de performance. Par contre, l'usage des index, voilà, on est passé de 4600 index et des poussières à 1700 et quelques en termes d'index. Ça veut dire qu'il y a une efficience du moteur et il y a aussi en termes de maintenance, d'évolution, etc., bien évidemment, beaucoup de gains à attendre d'un tel système. Et le troisième point qui est important, c'est que ATP, en fait, est aussi à l'écoute des changements de charge. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il le fait d'une manière perpétuelle. Donc, les améliorations, les modifications qui arrivent en cours, eh bien, elles sont prises en charge et en compte dans le nouveau système. Alors, comment on crée un environnement de base de données autonome? Eh bien, c'est relativement simple. On va demander dans l'environnement cloud, on va se connecter et derrière, on va demander le type de base que l'on veut, plutôt transactionnel ou plutôt décisionnel, le nombre de CPU, qui va affecter bien évidemment la performance de l'environnement, la taille du stockage, donc la limite à laquelle on va pouvoir créer des données à l'intérieur du système, et l'endroit où on veut le positionner. Donc pour nous, ce serait plutôt aujourd'hui à Francfort, un data center avec Autonomous aussi est en création en Suisse. Et après, il y en a dans tous les environnements autour de la planète. Alors, ces ressources sont allouées en fonction du nombre de processeurs choisis. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un Exadata et en fonction de ça, on va avoir tout l'environnement alloué. Donc si par exemple vous commencez avec 4 CPU et puis que vous allez augmenter x2, vous aurez exactement le même nombre de processeurs, le nombre d'entrées-sorties associés, les CPU liés au stockage, le cache flash, tout ça est aligné par rapport au nombre de processeurs que vous avez choisi dans l'environnement. Alors, il y a un certain nombre de services prédéfinis pour Autonomous Transaction Processing, comme ADW, Autonomous Data Warehouse. En fait, les clients qui vont utiliser ces services utilisent des chaînes de connexion. D'accord? Et ces chaînes de connexion représentent en fait différents niveaux de services qui seront définis en fonction de l'usage que l'on fait de la plateforme. Donc, dans ATP, on va peut-être plutôt utiliser, alors on pourra utiliser les 3 services du bas, low, medium et high, qui sont principalement utilisés pour faire du reporting, de l'analyse ou du batch à la fois dans ADW et ATP. Et les 2 services du dessus, TP urgent et TP, qui sont eux plutôt associés bien évidemment à du transactionnel. Donc en fonction de ces services, si je prends un exemple, quand je prends du médium, on va avoir un peu plus de processeurs et on va gérer en fait plus de nombre de connexions que quand on va être dans un modèle high. En fait, et en modèle low, par exemple, on va utiliser beaucoup de connexions avec des petites requêtes qui vont être utilisées. Et en fonction de ça, on va affiner pour être, par exemple, sur du high où on va définir dans le parallélisme, par exemple, on va pouvoir forcer et utiliser le nombre de CPU que l'on veut, et on va affecter plus de ressources, mais sur, par exemple, des gros batchs, des grosses requêtes importantes ou des choses comme ça. Voilà. Et on a le même principe sur la partie TP. Alors, pour utiliser les services Autonomous, on a plusieurs façons d'y accéder. La première chose, c'est que pour y accéder, pour comprendre un petit peu et utiliser ce service,
Bien évidemment, on peut utiliser une console qui est fournie en standard, la console cloud, qui sera également possible dans les mois à venir, qui sera intégrée également avec Enterprise Manager Cloud. Hein, la partie administration de la base de données que vous connaissez, que vous utilisez, on aura la capacité peut-être de voir à venir les usages de ces bases de données autonomes. Néanmoins, on peut le faire au travers des API REST et on a accès, par exemple, à créer un environnement, l'arrêter, sauvegarder, restaurer, etc. Donc on peut utiliser ça et on peut aussi modifier le nombre de processeurs ou la capacité de stockage qui sont provisionnés initialement, donc au travers d'API REST. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser, par exemple, des environnements type Terraform, des choses comme ça, pour accéder et piloter Autonomous au travers de consoles que vous auriez par ailleurs. Au niveau des développements, vous pouvez utiliser SQL Developer ou tout autre outil de développement qui prend en charge les connexions à la base de données, hein, les connexions standards via du Java, via DoDBC, ce genre de choses, du JDBC, etc. Et puis, les développeurs peuvent aussi créer directement des API REST pour accéder aux données ou aux procédures qui sont stockées dans la base de données. Voilà un peu les différentes interfaces que vous pouvez utiliser. Donc, en général, tout ce qui est utilisé classiquement dans les applications utilisées ou en développement. Parlons de déploiement. Aujourd'hui, les services sont fournis selon deux modèles. Donc pour ATP, si on prend le cas d'ATP, on a un environnement, ce qu'on appelle serverless. C'est ni plus ni moins que un modèle partagé en fait dans l'Exadata Cloud d'infrastructure. Hein. Donc on a un Exadata, mais on va utiliser en fait un PDB à l'intérieur. Et actuellement en bêta, et qui sera bientôt production, un environnement dédié. Donc là, on a un Exadata dédié au client pour faire tourner un certain nombre d'infrastructures base de données. Alors, si je reviens rapidement sur la partie serverless, donc c'est placé, comme on l'a dit, dans une infrastructure Exadata, hein, dans une région. Et c'est Oracle qui gère et contrôle tout à fait tout ce qui se passe au niveau de l'administration, de la gestion de cette plateforme. Donc, quand on place un environnement, c'est pas vous qui vous en occupez, vous dites juste, voilà, je le veux à Francfort ou ailleurs. Le patching, les versions des logiciels, de l'infrastructure, l'isolation, tout ça, c'est géré par Oracle. Vous bénéficiez déjà dans ce modèle-là, bien évidemment, des clusters RAC qui permettent bien évidemment le rolling upgrade et le fast failover, hein, le basculement d'un environnement vers un autre si jamais il y a un problème. Et ces environnements eh bien, sont avec un minima qui est un OCPU, un minima, et 1 TB de stockage. Donc, vous voyez, vous avez une infrastructure Exadata, donc avec vraiment la performance la plus appropriée pour les bases de données, avec toutes les options à l'intérieur, pour un coût qui est, somme toute, très agressif sur le marché. Et le temps minimum d'usage de ce type de plateforme, c'est 1 heure. Voilà. Alors, pour la partie dédiée, hein, la partie dedicated, cet environnement, il est plutôt conçu pour des bases de données critiques, de la consolidation. Voilà, donc j'ai beaucoup d'environnements bases de données Oracle. Je peux consolider ces environnements sur un Autonomous Transaction Processing. Ça fournit bien évidemment une isolation complète par rapport aux autres locataires. Dans le serverless, on a un PDB qui est partagé enfin le PDB n'est pas partagé, mais le container database est partagé avec des PDB alloués par client. Donc là, on a une isolation complète, bien évidemment, au niveau du PDB, mais on peut aller au-delà de ça avec une isolation complète
totale sur la partie Exadata qu'on a dédiée à vos services. Donc, ce type d'environnement, il est découpé comme des Exadata que vous pourriez utiliser en mode on-premise avec des quarts, des demi ou des fulls qui sont dédiés dans une région que vous avez choisie avec votre VCN, donc un virtual network propre pour vous, clients. Donc là, bien évidemment, comme on spécifie un environnement, la durée minimale, ça peut pas être comme dans le cadre du serverless, on est plutôt à 1 mois. Et au-delà de ça, on a un coût qui est bien évidemment spécifié pour cette plateforme et un coût qui est identique à la partie serverless, qui est le coût du logiciel facturé à l'heure en fonction du nombre de processeurs et du stockage que vous avez activé sur les environnements positionnés sur le dedicated. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte, on l'a compris, une meilleure isolation, à la fois en termes de sécurité, puisque vous n'avez pas d'autres locataires sur le système, mais aussi en termes de performance. L'environnement qui vous est dédié, vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va faire fonctionner une application dessus ou quoi que ce soit. Donc ça vous permet aussi de contrôler la densité d'approvisionnement de vos bases de données, et ça vous permet aussi de gérer au mieux les scale-up sur les plateformes en termes de ressources. Donc ça apporte aussi un meilleur contrôle sur les logiciels. Dans le cadre du serverless, c'est plutôt Oracle qui gère par exemple le patching, les upgrades, etc. Là, vous pouvez avoir un bien meilleur contrôle sur notamment ce qui est upgrade, patching, montée de version des logiciels, et sur la fenêtre de patching. Vous pouvez dire, voilà, moi je veux plutôt être patché à telle période parce que je suis sûr qu'au moins pendant cette période-là, il ne se passe pas grand-chose sur mes applications et que ça ne va pas poser de problème particulier. On a également un bien meilleur contrôle des charges de travail qui s'exécutent sur la base de données ou le système. Donc, si effectivement je veux monter en puissance ou en volume ou quoi que ce soit sur des environnements, on est dans un environnement qui nous est attribué et je peux le faire fonctionner au mieux en fonction de mes besoins. Alors, en termes d'isolation, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir un déploiement très simple, le plus simple possible, c'est j'ai un container database sur mon environnement dédié et je vais pouvoir mettre plusieurs bases de données à l'intérieur. Voilà, c'est un cas très simple. Ça pourrait être un cas d'usage pour du développement, par exemple. Voilà, j'ai un environnement, après j'ai plein de développeurs qui travaillent sur des sujets divers et variés. Mais par contre, on pourra aller plus loin avec une isolation plus sophistiquée. Par exemple, je pourrais créer plusieurs containers database. Pour un meilleur contrôle, une meilleure isolation, et ça permettrait justement d'isoler par exemple des groupes de travail. Je pourrais avoir par exemple la partie vente, la partie marketing, la partie développement, la partie peut-être décisionnelle, etc., ou reporting sur autre chose. On pourrait séparer par niveau de service, par exemple, le test de la production. Ou alors si c'est des environnements plutôt hautement sécurisés avec du data guard ou pas. On pourrait aussi grouper les bases de données en fonction des versions de logiciels requises. Donc par exemple, j'aurais pu avoir telle update ou telle révision sur mon environnement et automatiquement, je pourrais mieux déterminer le placement de mes environnements en fonction de ces services. Alors on peut bien évidemment mixer tout ça à l'usage. Un point important, la sécurité. Donc la sécurité, la première chose, c'est d'éviter effectivement qu'on puisse avoir des attaques à la fois externes mais aussi internes. Donc la première chose, c'est que les connexions ne peuvent être faites que en tant qu'utilisateur PDA, admin ou DB, et on récuse en fait toutes les autorisations d'accès à l'OS au conteneur. Oui, au container. On peut non plus ni être root, ni sysdba, voilà. Comme ça, c'est réglé. Et au moins, on est sûr que de ce côté, on va limiter un petit peu les accès à la base de données et éviter les attaques. Les clients
peuvent se connecter en fait de manière sécurisée via du TLS et des wallets pour pouvoir assurer une sécurité de connexion entre un client et la base de données autonome. Ça s'exécute, en fait, les bases de données s'exécutent dans un VCN, un Virtual Network privé, au client, assuré pour le client, pour empêcher effectivement qu'il y ait d'autres réseaux ou des pirates qui pourraient se glisser au travers de ça. Donc, sur l'environnement ATP, eh bien, en version dédiée, l'IP publique n'est pas remise. Hein. C'est aujourd'hui effectif dans les environnements dédiés et ça sera également dans les environnements serverless à venir. Donc la configuration est sécurisée hein, au niveau de l'OS, au niveau de la base, du stockage, etc. Et on applique automatiquement toutes les mises à jour, notamment tous les correctifs de sécurité qui peuvent être publiés. Donc, ça peut être fait d'une manière trimestrielle, comme on va le voir, ou hors site. Et on a bien évidemment, on ne va peut-être pas assez, mais toutes les bases de données qui sont dans le cloud Oracle, qu'on soit Autonomous ou pas, elles sont cryptées d'une manière native, de façon à ce que si jamais quelqu'un pouvait partir avec un fichier ou quoi que ce soit, eh bien, ça soit très 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 compliqué pour pouvoir décrypter ce qu'il y a à l'intérieur. Haute disponibilité. Donc le niveau de disponibilité aujourd'hui permet, grâce à l'Exadata et au RAC, une protection contre les pannes matérielles, les pannes logicielles, les problématiques qu'il pourrait y avoir sur des patchs, sur des mises à jour. Ça, c'est parce qu'on utilise RAC. On utilise les systèmes redondants, en l'occurrence les Exadata, la mise en réseau, le stockage, tout ça. Le stockage est en triple miroir et on utilise bien évidemment les sauvegardes quotidiennes qui permettent, si jamais il y avait un problème grave, de revenir sur un autre environnement. Maintenant, on peut aller au-delà de ça et faire de la disponibilité de type extrême. C'est qu'on va ajouter la protection contre les pannes de site. Si par exemple, sur un environnement, sur un domaine de disponibilité à Francfort tombait, plus d'électricité par exemple, un cas grave, on pourrait basculer sur un availability domaine identique et récupérer automatiquement ces environnements. Donc on utilise pour ça les Standby Active Data Guard. Ce qui a un avantage également, c'est que ça protège des corruptions de données. Donc si vous avez Active Data Guard, permet de regarder si une écriture qui se passe sur un site distant est différente de ce qui se passe de l'autre côté, il compare et il comprend qu'il y a un problème sur un bloc peut-être défectueux et travaille en conséquence pour rétablir la donnée. Donc ça donne des niveaux de disponibilité de 99,995. C'est quelques minutes d'indisponibilité par mois, hein, 2 minutes 12 pour être précis. Et l'objectif de ces environnements, c'est que l'impact sur l'application soit inférieur à 30 secondes si jamais il se produit un événement de disponibilité. Alors, patching et upgrade. On a depuis en fait la version 18 qui correspond à une année civile, changé un petit peu le modèle de versionning. Donc pas d'inquiétude, hein, il y a toujours des évolutions dans les environnements. Et ce qui se passe, c'est qu'on a modifié un petit peu ça pour être un petit peu plus proche des problématiques des clients. En l'occurrence, quand on avait une grosse version à basculer tous les 2, 3, 4 ans, eh bien ça pouvait apporter de l'instabilité. On met les gens un petit peu en mode contraint. Il faut modifier, tester, contrôler, etc. Donc du coup, on va faire des releases annuelles, donc la 18, la 19, la 20, etc. Il y aura moins de modifications, ce sera plus facile à tester. Mais par contre, vous souhaitez aussi des lots de correctifs qui soient assez suffisants de façon à éviter une prolifération de correctifs, etc. Donc on va associer à ça des updates trimestriels qui incluront toutes les corrections importantes et nécessaires au fonctionnement de la base, peut-être des nouvelles fonctionnalités, mais au moins des correctifs sur des problématiques. Et
Et néanmoins, le regroupement de tous ces correctifs, ça augmente le risque de régression. Donc on va pouvoir faire des révisions trimestrielles qui n'incluent en fait que les correctifs de sécurité et de régression des plateformes. Comment ça se présente? Ben voilà, si par exemple je suis sur une release annuelle, une 19, voilà, en production, et ben je vais avoir une 19 3, 4, 5, etc. tous les trimestres. Donc j'aurai une mise à jour trimestrielle de ces environnements. Derrière, on va affecter des révisions. Donc là, on avait l'update 19.3 et tous les trimestres, on va avoir une révision 19.3.1, 19.3.2, etc. Et ça, bien évidemment, pour les différents environnements, à chaque update, on aura des révisions trimestrielles qui vont arriver au fur et à mesure. Ça va permettre en fait, à tout moment, de se dire, quand j'ai un environnement de production, je pourrais appliquer, quand je le veux, l'update, la révision actuelle ou précédente. Donc on va rester effectivement dans un environnement borné, mais ça permet justement pour vous d'appliquer le dernier update par exemple sur un système de test et d'avoir une révision en production. Donc on peut faire tous nos tests en avance de phase tranquillement, s'assurer dans un autre environnement que ça fonctionne. On va pouvoir cloner les PDB pour ça et s'assurer que tout passe bien avant de le mettre en production. Alors, bon, très rapidement, nous, les correctifs qu'on va apporter trimestriellement, ce sont tous les composants. On fait la partie micro-logicielle sur l'environnement, l'hyperviseur, le clusterware, la base de données, etc. etc. Voilà. Les corrections sont automatiquement programmées, mais par contre, on vous donne la possibilité d'ajuster le timing à laquelle va se passer la correction. D'accord? Donc vous avez un timing avec une plage de temps et vous pouvez définir, voilà, moi plutôt la nuit c'est plutôt facile, plus facile de mettre ça en œuvre que dans la journée. Et bien évidemment, on applique ça sur les deux racks et les serveurs de stockage Exadata. Donc la base de données qu'on utilise RAC, elle est disponible en permanence pour l'application. Donc on peut aller au-delà de ça d'ailleurs, on peut faire de l'application continuity en utilisant par exemple le TAF à l'intérieur des applications pour vraiment s'assurer que là, il n'y a même plus de perte entre l'application et perte de transaction entre l'application et la base de données. Alors, comment migrer? La migration, il faut faire attention. C'est un vrai sujet puisque il ne faut pas perdre de vue que Autonomous Database est un environnement qui est géré et sécurisé par Oracle. Et une base physique qu'on aurait, comme ça, ne peut pas être simplement migrée en mode autonome. On peut faire beaucoup de choses, il n'y a pas de souci, mais il faut avoir quand même quelques idées claires. Bien évidemment, on est en 18, et qui dit 18 dit PDB. Donc pour ça, si votre application n'utilise pas ce modèle de PDB, il va falloir convertir la base de données en PDB, la mettre à niveau, par exemple vers 19C, et la crypter. D'accord? Ça, c'est des choses préalables pour l'usage de l'environnement autonome. Toute modification qui serait apportée dans les procédures stockées ou dans les vues livrées par Oracle, ça doit être purement éradiqué. D'accord? Puisque sinon, on va le mettre dans notre environnement et bien évidemment, toutes les modifications que vous allez faire, elles ne seront pas prises en compte. Toutes les utilisations des privilèges d'administrateur de la base de données doivent être supprimées également, pour des raisons évidentes de sécurité. Et toutes les fonctionnalités qui viendraient d'anciennes versions et qui ne sont plus disponibles dans la nouvelle version, par exemple l'usage des lobes, doit être évidemment également supprimé. Donc, pour ce faire, on va pouvoir après migrer aussi l'environnement, ces prérequis étant faits, et on utilisera le datapump pour déplacer les données d'un environnement vers l'autre. Et on pourra même utiliser la réplication Golden Gate pour garder la base de données opérationnelle pendant le process. Alors, pour terminer cette présentation, quelques bénéfices sur l'usage qu'on peut en tirer en utilisant Autonomous Database.
eh bien, on va éliminer la gestion manuelle fastidieuse, qui peut être aussi dangereuse, on n'est pas à l'abri des erreurs humaines, bien évidemment, et donc du coup du temps impacté pour revenir en arrière sur des plateformes qui peuvent être critiques, dans des environnements opérationnels importants. On va réduire en fait tous les coûts d'exécution jusqu'à 90% à peu près, hein, bon, plus ou moins, mais avec une efficacité qui est liée au fait que tous les processus sont grandement automatisés, voire monitorés par du machine learning. Ça permet quoi? Ça permet de dégager beaucoup de temps pour développer des nouvelles applications plus rapidement, avec un provisionnement instantané, avec du tuning automatique. Donc les développeurs qui ne sont en général pas souvent des purs DBA, eh ben ils peuvent utiliser très rapidement un service avec un coût à l'usage très facile de stockage de données avec la meilleure base de données du monde. On peut le dire. Et puis on peut donc bien évidemment se recentrer plus sur la valeur qu'on peut avoir auprès de la donnée vers les métiers, qui à mon avis est quelque chose d'extrêmement valorisant pour nous tous qui administrons un petit peu toutes ces données. Et enfin, le dernier point, c'est la sécurité de données. Je pense qu'aujourd'hui, les mises à jour qu'on peut faire d'une manière automatique protègent des cyberattaques dans la plupart des temps, hein. Et l'environnement est tolérant aux pannes, donc il n'y a pas de souci pour utiliser Autonomous sur un grand nombre d'environnements. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Peut-être que je vais regarder. Alors, je vais quand même vous donner quelques éléments importants. C'est que si vous voulez tester cet environnement, c'est très simple. Vous allez donc sur cette URL, hein, cloud.arc.com/try-autonomous-database, avec les petits tirets qui vont bien, le tiret du 6. Et vous avez automatiquement un environnement qui est disponible pour environ 3300 heures avec un OCPU et 2 TB. Voilà. Donc ça, c'est, je vous encourage à faire ces choses-là. Et puis, nous avons également un test drive qui aura lieu le 19 février dans les locaux d'Oracle à Colombes, où là, on va manipuler, donc les gens qui sont intéressés peuvent venir manipuler un environnement Autonomous Transaction Processing pour tester en réel et pendant lequel on va pouvoir provisionner un environnement, se connecter, charger des données et utiliser des interfaces de développement, du Node.js, etc. pour se connecter à la base et travailler avec. Voilà. Alors, on a quelques minutes. C'était un petit peu long aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Et on va regarder un petit peu quelques questions. Alors, les slides, on va commencer par ça. Les slides, oui, ils seront, je crois, disponibles. Hein. Je pense qu'on transmet une URL pour y accéder. Voilà. Alors, comment cette étape de learning fonctionne? Est-ce que le modèle est entraîné à l'avance? Alors, c'est assez complexe de répondre à cette question. Elle est effectivement extrêmement intéressante et on cherche un petit peu à savoir. Ce que je peux vous dire, parce qu'il y a quand même du secret derrière ça, hein, moi-même je suis bien loin de savoir un petit peu tout ce qui se passe derrière, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, globalement, on a mis au point avec des data scientists, des gens spécialisés dans l'intelligence artificielle, des modèles qui sont utilisés pour bien évidemment travailler sur l'usage qu'on peut avoir de toutes les données qu'on a acquises sur les environnements cloud. Donc globalement, vous savez qu'on administre aussi dans notre cloud, bien évidemment, un paquet de bases de données liées à l'applicatif Oracle et qu'on récupère tous ces éléments-là. Et ce qui fait la valeur un petit peu, c'est bien évidemment les modèles, mais au-delà des modèles, c'est peut-être des dizaines d'années d'acquisition de données
liées à l'administration, l'usage de ces applications. Donc, on récupère tous ces éléments-là. Ces éléments-là sont affinés. Dans le modèle de traitement, il y a bien évidemment une révision qui peut être faite par les data scientists, les développeurs d'intelligence artificielle pour améliorer un petit peu leur processus. Mais le système en lui-même fait de l'apprentissage et comprend ce qui se passe. Donc il y a bien évidemment une petite phase d'apprentissage au début pour comprendre. Quand on va créer des index, bien évidemment, il faudra un peu de temps pour que le système comprenne, mais on arrivera à des choses très sophistiquées, du type, si le système voit que tous les week-ends vous avez un gros batch qui nécessite l'usage d'un index particulier, eh bien la base Autonomous, avec le machine learning, va créer l'index, par exemple le vendredi, pour un usage le samedi, et le détruire le lendemain, ou le soir même, parce que le batch sera passé. Donc voilà, c'est un petit peu la façon dont fonctionne. Voilà. Alors, les prérequis pour migrer sur ATP. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'environnement, c'est plutôt une 18 sur, par exemple, Autonomous. Sur la partie dédiée, on sera en 19. Et donc, voilà, il y aura une évolution à faire, une migration. Mais ce que je peux vous dire, c'est que globalement, outre le fait qu'il faut gérer les problématiques liées au PDB, etc., comme on a vu tout à l'heure, la base de données Oracle, elle est très stable et vous pouvez assez facilement migrer d'un environnement. Pour vous donner un exemple, un passage de 12 à 18 pose aucun problème. On est sur un environnement qui est très proche et ça pose pas de problème. De 18 à 19, les grosses évolutions sont justement sur les problématiques liées à la création d'index autour de ça. Quelle est la meilleure et la plus rapide méthode de réplication d'un environnement existant? Eh ben, la meilleure solution, c'est Active Data Guard, si vous voulez dupliquer l'environnement. Après, le cluster RAC, lui, est automatiquement intégré. Donc, vous avez du RAC déjà, donc votre plateforme, elle est déjà designée pour assurer une bascule, pour tout ce qui est rolling upgrade, rolling patching, etc., etc. Après, si vous voulez de la sécurité au niveau du site, là, effectivement, il n'y a pas mieux que Active Data Guard. Bien, je pense qu'on est un petit peu dans le timing. Je vais malheureusement pas pouvoir répondre à toutes les questions. Vous pouvez m'adresser également ces questions par mail à alain.scazola@oracle.com, Alain Scazola, SCA2ZOLA. Et allez, je vais prendre une petite dernière. Quand on est en mode partagé, on a un CDB dédié. Non, quand on est en mode partagé, en mode serverless, on est dans un CDB qui est partagé en fait, et vous avez un PDB qui est dédié. Voilà. Par contre, si vous voulez un CDB dédié, il faut passer en mode dedicated. Voilà. Donc, je pense qu'on est juste à temps. Je vous souhaite une bonne journée et puis restez à l'écoute pour nos prochains webcasts. Et je vous souhaite un bon appétit également. À très bientôt. Au revoir.